Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Alors, qu'est-ce que ça annonce, selon vous, cette redite? Je vous pose la question, Alexander Nikolic, vous êtes probablement le plus déçu de ce plateau, puisque Marine Le Pen a perdu hier soir. En tous les cas, votre déception est assez immédiate. Est-ce que c'est belote et rebelote pour Emmanuel Macron, ou est-ce que, au contraire, vous pensez qu'il sera capable de changer, de fédérer tous les Français? Alors déjà, les premiers mots peuvent être assez inquiétants parce que il a conscience. Du coup, il dit beaucoup ont voté pour moi pour faire barrage à l'extrême droite. Donc, on est toujours dans une agressivité sémantique et une diabolisation de l'adversaire. Nous, ce qu'on veut, c'est incarner une alternative aux législatives, mais pour faire barrage à la retraite à 65 ans, pour faire barrage à l'augmentation du prix du carburant qui touche beaucoup de ruraux et qu'on voté en masse hier pour nous, pour tous ceux qui sont victimes de l'insécurité au quotidien. Bref, sur le fond et avec des propositions concrètes, ce qu'on continuera à faire aux élections législatives, et j'espère que les 13 millions d'électeurs qui ont voté pour nous hier continueront à se mobiliser parce qu'on est la seule alternative crédible aujourd'hui et claire quand on voit les ambiguïtés que peuvent avoir certains, notamment avec un appel au premier tour de Jean-Luc Mélenchon un petit peu ambigu à peut-être voter pour Emmanuel Macron. Il est un petit peu complice aujourd'hui de la politique qui va être menée par Emmanuel Macron. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, et nous en parlerons aux législatives, est assez similaire à la vôtre, puisque évidemment Jean-Luc Mélenchon veut être élu Premier ministre. Nous en reparlerons dans un instant, David Guiraud, de ses alliances, celle de la gauche, celle de la droite. Mais d'abord, revenons sur Emmanuel Macron hier. Sa victoire est incontestable mathématiquement. Est-ce que, Clémentine Dupuis, vous pensez qu'il va écouter tous ces électeurs qui ont voté pour lui au nom du barrage républicain et qui ne partagent pas forcément ses idées? Et en effet, il en est conscient et il l'assume. Il en est conscient, il l'assume, et je pense qu'en effet, il prendra en compte ces électeurs-là. Mais là, on parle des électeurs du second tour de l'élection. S'il est arrivé jusqu'au second tour de l'élection, c'est bien parce qu'il a été placé en tête au premier tour de l'élection, où là, il y a, on le sait tous, beaucoup plus de candidats, donc les gens choisissent beaucoup plus facilement. J'ai quand même à rappeler que on a réuni plus de 9 millions d'électeurs dès le premier tour. Alors certes, lors du second tour, beaucoup d'électeurs ont fait barrage justement à l'extrême droite, aux idées de Marine Le Pen. Je ne reprends pas les éléments de langage, c'est pour ça qu'on s'est engagé, c'était le principe même d'En Marche en 2016. C'est un sens, vous savez, l'extrême droite, c'est le racialisme, c'est l'antiparlementarisme, vous savez, n'employez pas des mots que vous ne comprenez pas. Non, mais allez-y. Je emploie des mots que je comprends et je vous ai laissé parler, donc j'aimerais bien que vous me laissiez parler également. C'est 9 millions d'électeurs qui, dès le premier tour, ont choisi Emmanuel Macron. Dès le premier tour, l'ont choisi pour ses idées, et on le voit aussi avec les résultats d'hier. Un sondage vient de sortir, 57%, donc plus de la majorité, ont revoté pour Emmanuel Macron pour ses idées, et pas seulement pour faire barrage justement à Marine Le Pen. Donc évidemment qu'il a entendu et qu'il sait que tous les électeurs qui ont voté pour lui hier n'ont pas voté pour lui pour le projet forcément qu'il porte, mais il fera avec. Mais il ne faut pas non plus oublier. C'était déjà le cas il y a 5 ans, et beaucoup de gens ne se sont pas sentis écoutés pendant ce quinquennat pour autant. Et pourtant, il y a 2 millions de Français de plus qui ont voté pour lui en 2017, en 2022, au premier tour, qu'en 2017. Donc c'est que les Français ne sont pas si mécontents que ça finalement. 2 millions de moins au second tour. C'est quand même... David Guiraud, je veux bien que vous fassiez l'arbitre peut-être de cet échange que nous venons d'entendre entre Clémentine Dupuis et Alexander Nikolic. Vous, quel est votre sentiment par rapport à ce discours d'Emmanuel Macron hier, qui ressemble, on l'a dit, à celui d'il y a 5 ans? Est-ce que c'est belote et rebelote pour vous? Vous savez, vous avez parlé de jeune génération. Pour quelqu'un comme moi qui est né en 92, allez, on va dire que je m'intéressais à la politique vers 10 ans, vers 2002. Donc c'est un peu le séisme politique. Nous, ça fait 3 fois. C'est tôt quand même, 10 ans. Pour... Oui, mais c'était 2002, donc c'est un peu particulier. C'est marquant. Oui, c'était marquant. Enfin, tout le monde en parlait, quoi. Je veux dire. C'est la 3e fois qu'on a un libéral contre l'extrême droite. Voilà. Et moi, je me dis juste ça, en fait. C'est la 3e fois. Je crois que c'est d'ailleurs plus de 50% des élections qui se sont déroulées comme ça au second tour pour ma génération. Et nous sommes fatigués de ça. Parce qu'on voit que ça avance pas, en fait. On voit que ça avance pas. Alors oui, il y a un résultat démocratique.
Il s'agit pas de le nier, il s'agit pas d'être mauvais joueur, mauvais perdant, d'être aigri, ni même de faire croire qu'on a gagné, ce que l'extrême droite aimerait bien faire croire en ce moment, ce qui est assez cocasse. Mais par contre, nous, on se bat pour nos propositions. On a fait un score. On était à 400 000 voix du second tour, ce qui est quand même pas rien. Et on entend continuer à se battre pour que on fasse la retraite à 60 ans dans ce pays. Parce que moi, quand j'entends l'extrême droite qui nous dit oui, mais nous, on veut faire barrage à la retraite à 65 ans. Ouais, d'accord, en proposant la retraite à 64 ans quand même, parce que 42 ans et 42 années, ça dépend à combien. Ça fait 64 ans. Alexandre Bah oui, ça dépend Nicolic, vous toujours. pouvez répondre. Hein. Bien sûr, c'est une conversation ce soir. Et donc, mais attendez, je vais finir parce que je vais répondre C'est vous répondez après. Et si vous voulez, s'il y a des gens qui ne sont pas retrouvés dans le programme de Marine Le Pen, c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon a dit de pas voter pour Marine Le Pen. C'est aussi et avant tout parce que le programme ne nous convient pas aux gens, aux électeurs de la France Insoumise. Je veux dire, il y a un moment, il faut se rendre compte qu'en fait, la candidate Marine Le Pen, qui s'est présentée comme la candidate du pouvoir d'achat pendant toute sa campagne, c'était son axe de communication, s'est fait découper en rondelles comme un saucisson sec par Emmanuel Macron, qui est le candidat le plus antisocial de la Ve République. Donc nous exprimons une autre option. Nous sommes le bloc populaire. Il y a 3 blocs dans le pays, vous l'avez vu. Ces 3 blocs ont tous pris des voix en vérité. Que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, on a tous les 3 pris des voix. Parce qu'en fait, les autres organisations ont baissé. Et moi, j'incarne un bloc populaire qui veut la retraite à 60 ans, qui veut le blocage des prix et pas la TVA réduite ou je sais pas quoi, qui veut la transition et la planification écologique. Voilà. Et on va continuer à les porter. Il y a des prochaines échéances, c'est les échéances législatives et on le fera de manière ordonnée. Alexandre Nicolic, je veux bien que vous répondiez à David Guiraud, qui vous non, mais sur ce point, c'est intéressant sur la retraite. Nous, ce qu'on dit, c'est que plus on commence tôt, plus on doit partir à la retraite tôt. Donc, quand on commence entre 17 et 20 ans, on part à la retraite à 60 ans. On veut inciter les gens à rentrer sur le marché du travail plus tôt pour qu'ils cotisent aussi plus, pour qu'ils rentrent dans la vie économique. Pourquoi rentrent plus tôt ? Mais parce que d'études. Mais vous savez, fait la transition monsieur Guiraud, en fait, vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas. Je sais que vous êtes souvent un petit peu en décalage avec le monde de l'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont un vrai problème pour trouver des gens. Il y a beaucoup d'emplois non pourvus, beaucoup de salariés formés. Ouais, c'est une vraie demande. C'est une vraie demande. C'est une vraie demande des entreprises. Par exemple, donc il faut inciter à l'apprentissage. C'est ce qu'on fait nous et ce qu'on propose notamment avec notre chèque entre 5 500 et 8 000 euros selon l'âge pour orienter vers les filières d'apprentissage, parce que c'est souvent des gens ensuite qui créent des PME, des TPE, qui vont dans des filières aujourd'hui qui sont en recherche, qui gagnent souvent mieux leur vie plutôt que de continuer à poursuivre un cursus par défaut presque et qui arrive et qui aboutit à souvent... Donc on ne va plus faire de bac plus 5. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Tout le monde ne peut pas être à bac plus 5. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est cohérent. Oui. On veut inciter les gens, je vous le dis, à travailler plus tôt et que les gens qui travaillent plus tôt, en tout cas, puissent partir plus tôt. Ça semble assez légitime parce que vous parlez d'un bac plus 5. Quand vous avez... Je peux vous répondre. Non, mais bien sûr, mais quand vous avez des métiers, vous travaillez dans un bureau et que ou quand vous êtes docteur, par exemple, vous n'avez pas la même précarité que quelqu'un qui commence à travailler à l'usine, quelqu'un qui est ouvrier, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce monde-là, et qui à 18 ans, mais physiquement, vous voyez, ma mère est femme de ménage, c'est pas le même métier que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Et après, donnons la parole à Clémentine Dupuis, qui a aussi envie de l'apprendre. Mais quel est cet argument fou selon lequel spreading, c'est comme ça qu'on dit, c'est exactement. Quel est cet argument dingue selon lequel en fait les filières ouvrières ou de salariés, etc., devraient travailler pas longtemps? Pourquoi déjà on accepte cette idée-là? Pourquoi est-ce que les apprentis, ils devraient être formés que pendant 1 ou 2 ans? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'être formés pendant 3 ou 4 ans? Il n'y a pas des filières techniques dans les usines, dans les industries? Il n'y a pas des filières extrêmement précises? Et surtout là-dedans, vous nous dites votre réforme des retraites, c'est en dessous de 20 ans qu'on commence à travailler. Mais monsieur, vu que vous me dites que je connais pas la réalité du monde du travail ou je sais pas quoi, je vous rappelle quand même une chose. Le premier CDI, en moyenne, c'est vers 26 ans. D'accord? Le premier emploi stable pour les jeunes, c'est vers 26 ans. Donc votre réforme qui prétend dire que ça va commencer pour les jeunes avant 20 ans, ça va toucher vraiment très peu de gens. Non, il y a beaucoup parce que l'âge moyen du premier emploi stable est à 26 ans. Comme on rentre de plus en plus tard sur le monde du travail, c'est peut-être pour ça que c'est normal que l'âge de la retraite soit aussi de plus en plus tard pour les personnes, pour les personnes qui n'ont pas un métier pénible. Eh ben non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les Français, ils bossent bien dans ce pays. D'accord, ils bossent bien. Alors dites-nous combien il manque si jamais il faut faire la réforme des retraites, parce qu'il paraît qu'on est en déficit. En 2040, on est en équilibre. Et il manque combien? Il manque à peine quelques milliards sur un système qui pèse 300 milliards d'euros. C'est-à-dire que pour 15 milliards d'économies, on va ruiner la vie des gens. Moi, j'estime, et nous estimons à la France Insoumise, que les Français, ils bossent dur, ils bossent bien, et ils n'ont pas besoin de travailler plus, et qu'il n'y a pas que le travail salarié dans la vie, je vous le dis à vous deux. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que prendre soin de ses enfants, par exemple, ou de ses petits-enfants, parce que quand on a 60 ans, c'est l'âge, eh ben,
c'est peut-être pas du travail salarié, mais c'est du travail utile. Vous voyez, quand vous entourez d'amour quelqu'un, c'est pour ça que dans la réforme que propose le nouveau président de la République, c'était justement pris en compte, notamment pour les femmes qui, on le sait, font parfois des pauses dans leur vie professionnelle quand elles ont des enfants ou autres. Ça sera pris en compte aussi dans la nouvelle réforme, ce qui n'était pas pris en compte actuellement. C'est ça la nouvelle réforme, la vraie nouvelle réforme qu'on veut faire, c'est décaler l'âge de départ à la retraite pour les personnes qui peuvent le faire, mais surtout mieux adapter aux réalités sociales et aux réalités de la vie de chacun des Français. Encore faut-il que cette réforme soit faite, puisqu'il l'avait promise il y a 5 ans, il ne l'a pas faite pendant son premier quinquennat, donc nous verrons où tout cela nous mène. Il y a bien quelque chose qui va vous mettre d'accord, c'est si je donne la parole aux Français ce soir, parce que finalement, c'est eux qui votent, ce sont eux qui décident, et qui décideront aussi pour les législatives dont nous parlerons juste après. Évidemment, ces législatives sont sur toutes vos bouches, à tous les trois, mais d'abord 2 étudiants qui sont connectés avec nous, et que je vous présente depuis Lille. Il s'appelle Mehdi Elmir. Bonsoir Mehdi. Alors lui, il rêve de voir, il est à ma droite sur l'écran, il rêve de voir Édouard Philippe devenir président de la République. À défaut, il se contente d'Emmanuel Macron. En attendant, peut-être 5 ans, Mehdi, vous nous le direz. Et puis depuis Alfortville, tout à côté de Paris, Julien Delohen est connecté avec nous, étudiant lui aussi qui a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, qui a les valeurs de la gauche au cœur. Est-ce que pour autant vous êtes heureux de la victoire d'Emmanuel Macron, Julien ? Évidemment, face à la personne qui était en face, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet, ça veut dire qu'hier, vous avez quand même débouché une petite bouteille de champagne, ou vous vous dites finalement, c'était quand même un vote en me bouchant le nez ? Non, j'ai pas ouvert le champagne pour les raisons qu'on a déjà explicitées sur le plateau un peu avant moi. C'est-à-dire que pour moi, le programme qui est de mettre la retraite à 65 ans, de ne pas bloquer les prix, de ne pas lutter contre la précarité étudiante, c'est pas le programme qu'il faut aujourd'hui. On parle depuis hier de réconcilier les France. Eh bien, selon moi, le programme de Monsieur Macron n'est pas fait pour cela. Donc à partir de là, je pense que non, c'était pas un jour heureux pour moi hier. Mehdi Elmir, j'imagine que vous êtes heureux de la victoire d'Emmanuel Macron, et en même temps, il y a quand même, et vous êtes jeune, c'est pour ça que je vous pose la question, près de 40% des moins de 34 ans qui ne sont pas allés voter, ni au premier tour, ni au deuxième tour. Est-ce que selon vous, c'est la jeunesse qui ne s'intéresse plus à la politique, ou c'est Emmanuel Macron qui ne s'est pas assez intéressé aux jeunes pendant 5 ans au point de les détourner des urnes ? Quel est votre avis là-dessus ? Moi, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ne s'est pas assez intéressé à la jeunesse. Je pense qu'il a déjà montré tout au long de son programme, avec la situation de la crise sanitaire. On a eu les repas Crous à 1 euro, les contrats engagement jeunes, le nombre de contrats en alternance qui a augmenté. Honnêtement, je pense que le président de la République a montré que c'était vraiment le président des jeunes et qu'il s'est assez impliqué pour la jeunesse. Et j'espère qu'il réussira à le démontrer encore une fois sur le prochain quinquennat qui arrive. Vous y croyez, honnêtement ? Vous n'avez pas pour habitude d'être langue de bois. Et vous avez déjà émis des critiques envers Emmanuel Macron, notamment sur l'environnement, sur cette antenne. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il fera des jeunes, notamment, la priorité de son quinquennat, ou une des priorités, honnêtement ? Sur la jeunesse, honnêtement, moi je pense qu'il l'a déjà montré. Après, sur l'écologie, comme j'ai déjà pu en parler, je trouve qu'il n'a pas été assez loin. Il s'en est rendu compte, je pense. Il y a certains sujets sur lesquels il va devoir aller peut-être plus loin, notamment encore une fois l'écologie et sur les questions sociales, comme avec toutes les tensions qui exacerbent un petit peu la société en ce moment. Et au vu des résultats à gauche, je pense qu'il va devoir notamment composer un petit peu avec la gauche de manière programmatique dans les 5 ans à venir. Et pour la formation du gouvernement, peut-être, on ne sait pas encore. Oui, vous avez raison, et peut-être d'ailleurs que le Premier ministre ne sera pas issu de la Macronie et sera issu des rangs de la France Insoumise ou du Rassemblement National, qui sait, puisque ce sont bien les législatives qui sont l'objectif, ce 3e tour de l'élection. On va regarder ensemble un sondage, une étude d'Ipsos Soprasteria, notre partenaire, qui dit ceci, et ça peut être assez inquiétant pour les soutiens d'Emmanuel Macron. 56% des Français souhaitent que le chef de l'État perde les élections législatives. Ils ne sont que 20% des Français à souhaiter qu'il obtienne une majorité. Alors ceux qui veulent l'échec d'Emmanuel Macron aux législatives sont à plus de 80% les électeurs d'Éric Zemmour, ceux de Jean-Luc Mélenchon encore un petit peu plus, 84%, et ceux de Marine Le Pen, 87%. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que, Julien Delohen, vous qui êtes plutôt de gauche, vous souhaitez qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité au Parlement ? Est-ce que vous dites, oui, il faut que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, puisqu'il l'a appelé de ses voeux ? Écoutez, oui, je pense, et surtout, je pense que c'est possible. C'est-à-dire que, depuis le soir du premier tour, on parle de 3 blocs
pour caractériser la société politique française. Et je pense aujourd'hui que le bloc de l'Union populaire, en s'élargissant et en rassemblant encore plus, peut justement être le bloc qui tire son épingle du jeu finalement et qui devient majoritaire à l'issue des élections du mois de juin. Alors l'avenir nous le dira, évidemment. Clémentine Dupuis, vous avez vu ce chiffre, 56% des Français souhaitent que le chef de l'État n'ait pas la majorité et perde les élections législatives. Est-ce que ça vous fait peur, honnêtement, un petit peu quand même ? Honnêtement, je suis pas étonnée parce que je pense qu'on le disait et on le voit encore plus chez les jeunes avec le taux d'abstention des jeunes. Les Français, et encore plus les jeunes, se sentent de plus en plus éloignés de toutes les institutions politiques, notamment parce qu'ils se sentent plus représentés. Enfin là, c'est pas que les jeunes qui sont interrogés. Non, mais la totalité au sens large. Oui, la totalité des Français se sentent plus forcément représentés. Quand on voit il y a déjà 5 ans, on avait eu le même second tour que cette année, et pourtant le Rassemblement national n'est même pas en capacité de faire un groupe à l'Assemblée nationale. Nous, c'est ce qu'on avait essayé de réformer, qui a été retoqué par le Sénat. Là, pour le coup, ça sera pas, vous pourrez pas dire que c'est Emmanuel Macron qui avait été, non mais, oui, mais pas la totalité de la réforme institutionnelle qu'on voulait faire. Donc c'est pour ça que là, on passera par une convention transpartisane. Du coup, tout le monde sera bien évidemment convié. Parce que je pense qu'on a une vraie urgence, et on le voit encore plus avec les chiffres des jeunes, on a une vraie urgence à essayer de renouer le lien entre les institutions politiques et les Français. Alors, évidemment, c'est essentiel dans la proportionnelle pour que tous les courants puissent être représentés, pour inciter au vote, parce que beaucoup d'électeurs se disent, surtout ceux des petits partis, je n'arriverai pas à me faire représenter. Et puis quand, effectivement, ça peut être aussi une crainte même pour, par exemple, nos électeurs, mais ça ne sera pas le cas. Je le dis, il faut qu'ils se mobilisent à cette élection parce qu'on n'est pas du tout dans la même configuration qu'en 2017. On fait près de 10 points de plus. Il y a aujourd'hui beaucoup de circonscriptions rurales, 160 circonscriptions rurales où on a fait plus de 50%. Ça veut dire que on est en mesure de l'emporter, même dans des duels face à Emmanuel Macron et face à des candidats en marche. J'ai entendu quand même les gens qui sont connectés avec nous, les Français, bien sûr, ici sur ce plateau, et tout un tas de personnes qui peuvent être interrogées par différents médias. La dédiabolisation, elle n'a pas fonctionné. Vous faites peur. On n'a jamais atteint ce score-là. Aujourd'hui, le plafond de verre, il est assez brisé. Il a été brisé, je le dis, dans beaucoup de secteurs parce que moi, ce que je constate, c'est surtout la division qu'il y a aujourd'hui en France entre des zones rurales et dans la majorité des communes rurales. Marine Le Pen est arrivée en tête, des zones où les Français se sentent abandonnés, où ils paient de plus en plus d'impôts, où ils ont vu des maternités fermées, des services publics, où ils sont obligés d'aller de plus en plus loin, même pour aller travailler, parce qu'il y a une désindustrialisation, et ils voient le prix du carburant augmenter. Eux, ils vivent l'inflation de manière beaucoup plus grave. Il y a une différence aujourd'hui quand on habite en ville, quand on n'a pas de voiture, donc on n'est pas concerné par l'augmentation du prix du carburant ou par d'autres augmentations, notamment l'augmentation des produits énergétiques, notamment l'électricité quand on a une plus grande maison. Aujourd'hui, on voit sur les derniers mois parfois une inflation de 10% pour des personnes qui vivent dans la ruralité. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont exprimé hier qu'ils voulaient une autre politique. Ils ont exprimé qu'ils voulaient voter aujourd'hui pour Marine Le Pen, pour toutes les solutions concrètes qu'on a pu aborder. Oui, pour réduire la TVA à 5,5, notamment sur les produits énergétiques et le carburant, parce que c'est aussi un des sujets. Marine Le Pen, là, dans la situation actuelle, alors qu'on a dans ces circonscriptions-là et une crise géopolitique, aurait permis de juguler l'inflation. En tout cas, mais bien sûr, sur les prix des carburants, on l'a dit, en baissant les taxes, notamment en revenant sur les 2 augmentations de la TICPE, ce que soutient, par exemple, les mouvements de gauche également, ces augmentations de taxes sur les produits, sur les carburants, sans proposer d'alternative. Parce que si demain on nous disait, il y a un moyen alternatif, par exemple l'hydrogène, pour que les gens puissent rouler à moindre coût, évidemment, nous on serait pour. On soutient d'ailleurs ces filières-là, mais c'est aussi une des incohérences à la fois d'En Marche et des mouvements de gauche. Aujourd'hui, pour faire fonctionner l'hydrogène, il faut de l'électrolyse d'eau à la base ou du gaz. On va pas être dépendant du gaz, donc il faut de l'électrolyse d'eau. Pour l'électrolyse d'eau, il faut de l'électricité, donc ça passe par le nucléaire et ça passe. Non, mais je suis très technique, monsieur. Non, mais je suis très technique. Non, je me perds pas, monsieur, parce que c'est oui, mais je note parce que j'aime aborder les choses de manière très large, sans rentrer dans du concret. Mais l'augmentation du prix du carburant, c'est, vous savez, très important pour les gens. Oui, écoutons David Guiraud. Mais c'est bien pour la raison pour laquelle moi je dis qu'il y a une raison simple, plutôt que de baisser la TVA et en fait de faire payer le budget de l'État et donc des Français. Pourquoi est-ce qu'on bloquerait pas les prix, ou pourquoi est-ce qu'on ferait pas payer les fournisseurs d'énergie? Vous n'êtes pas sans savoir quand même, enfin je l'espère, que l'augmentation de certaines énergies n'est pas liée à la rareté de l'énergie en question. Sur les prix de l'électricité, ce sont les réglementations européennes. Et donc nous sommes pour bloquer les prix, ça a déjà été fait dans le pays. Et justement, moi je m'étonne que vous n'ayez pas porté cette proposition-là, du blocage des prix et de revenir. Parce qu'il suffit pas de baisser la TVA. Si on baisse la TVA, mais que les prix commencent d'augmenter, ils continuent d'augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont continuer d'augmenter quand même. Donc nous sommes pour faire un blocage des prix et ramener certains prix, notamment le litre d'essence, à un niveau d'avant-crise raisonnable pour le portefeuille des gens, c'est-à-dire 1,40 €. Tout à l'heure, on a parlé des jeunes qui votent pas
Moi, je suis pas commentateur, je vois juste une chose, c'est que pendant ce quinquennat, les jeunes, ils n'ont pas été respectés. C'est-à-dire qu'ils ont fait la queue. Il y a eu des files alimentaires de jeunes dans la 6e puissance économique mondiale. Il faut quand même se rendre compte de ce qui s'est passé. Quand on a dit il faut, par exemple, suspendre le versement de certains loyers étudiants parce que ça, c'était dans les crous, par exemple, c'était pas si dur à organiser. Pour autant, on l'a pas fait. Quand on a dit, alors au moins pendant la crise, on vous demande pas d'épouser notre programme politique, mais ouvrez le RSA au 18-25, parce qu'on n'en peut plus, ils sont en train de mourir. Enfin, je veux dire, il y a des étudiants qui ont eu faim pendant la crise épidémique et ça n'a pas été entendu. Mais depuis alors, le début du quinquennat, vous avez l'argent magique à côté de moi, donc non, vous n'êtes oui. pas d'accord. Je veux bien que vous répondiez Évidemment, à David Guiraud. évidemment que je suis pas d'accord. Les jeunes et les étudiants n'ont pas du tout été oubliés, encore moins pendant la crise. Mehdi l'a rappelé tout à l'heure, avec les repas Crous à 1 euro, avec le plan Un jeune, une solution, etc. Avec tout ça. Et vous faisiez lien avec l'abstention. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Mais parce que j'ai une question à vous poser. Vous faisiez lien avec l'abstention. Vous disiez que les jeunes ont été oubliés pendant ces 5 années, donc ils se sont pas abstenus, ils sont allés voter. Vous avez proposé des choses, et pourtant, même au premier tour où Jean-Luc Mélenchon était candidat, les jeunes ne sont pas plus allés voter. C'est que vous les avez pas pour nous convaincus aussi, non madame. plus. Ah bah alors là, mais vous n'avez pas fait baisser, l'abstention non plus. Mais je pense qu'ils ont voté pour nous, justement. Vous nous dites les repas à 1 euro. Mais moi, c'est marrant, j'ai regardé cette proposition. Oui. Vous avez distribué combien de repas à 1 euro? Le ministère. Millions. Combien? 14 millions. Voilà. Et il y a combien d'étudiants en France? Il y en a plus de 2 millions. Ça veut dire qu'en fait, vous avez distribué l'équivalent de 7 repas par étudiant par an. Heureusement qu'il y avait les associations et les syndicats pour les aider, parce que c'est pas vous qui les avez aidés. Vous voyez, 7 repas par étudiant par an, c'est un peu maigre. On risque de finir un peu maigre à la fin de l'année quand c'est comme ça. Donc non, vous les avez pas aidés. Moi, je le dis. On n'a pas aidé les 2 millions. Non, madame, on n'a pas aidé les 2 millions d'étudiants. Vous avez distribué. Il y a aussi des étudiants qui n'en ont pas besoin. Si je peux finir mon raisonnement. L'État ne peut pas tout faire. Heureusement qu'il y a des associations. Ça, c'est vous qui le pensez, madame. Non, c'est vous qui le pensez. Moi, je pense que quand des jeunes dans la 6e puissance économique mondiale meurent de faim, oui, l'État peut tout. Voilà. Et je suis en désaccord avec vous parce que j'ai entendu la formule de monsieur juste à ma gauche qui a repris la formule de monsieur Macron qui dit il n'y a pas d'argent magique. Oui. Pardon, mais ça coûte combien? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est trop cher d'aider les gens. Ça coûte combien la pauvreté? Ça coûte combien la misère? Ça coûte combien des services publics délabrés? Ça coûte bien plus cher que ce que vous pensez. Et je pense que et je finis là-dessus, pardonnez-moi. Non, mais parce que c'est important. Justement, on a porté un programme social ambitieux. Oui, il y a des dépenses. Mais ces dépenses, en fait, elles coûtent moins cher que la misère. Elles coûtent moins cher que les services publics délabrés. Quand on investit dans un service public, mais c'est le patrimoine des pauvres. Donc, en fait, on permet à des gens de pas dépenser, de dépenser de l'argent dans un argent qu'ils n'auraient pas pu dépenser ailleurs. C'est un raisonnement économique de base. Et tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas assez d'argent dans le pays pour faire ça, vous avez abandonné face aux crises sociales, vous deux. Et c'est bien la raison pour laquelle, par exemple, les étudiants auraient dû avoir dès le début. C'est ce que nous proposons, une allocation d'autonomie. Déjà, c'est pas normal d'avoir à travailler quand on fait Alexander Nicolic, et après, vous savez quoi? On a 2 étudiants qui sont connectés avec nous. Alors, ils ont beau avoir des idées politiques, on leur demandera quand même, au-delà de toute prise de parole partisane, s'ils ont vécu ou non la précarité. Alexander Nicolic, d'abord. Je finis juste sur l'augmentation des prix de l'énergie, parce que quand j'entendais ça, je rappelle que... Non, bien sûr, et je réponds après sur les étudiants. Juste, le prix de l'électricité a augmenté de près de 50% en 10 ans, c'est justement parce qu'on a changé notre manière de produire de l'énergie et on avait un mix énergétique français qui nous permettait de produire une énergie moins chère. C'est aussi parce que on est aligné, là je suis d'accord avec vous. C'est la réglementation européenne. Non mais bien sûr. Donc mais on a à la fois un moyen de produire on avait à la fois un moyen de produire de l'énergie moins cher et il faut aussi évidemment sortir de ce système qui fait que on se retrouve à des prix élevés comme en Allemagne et c'est évidemment pas normal parce que c'était un des seuls avantages par exemple qu'avaient nos entreprises mais aussi évidemment les gens qui payaient moins cher leur électricité. Ensuite sur les étudiants. Nous on considère effectivement que il n'y a pas d'argent magique et oui, on veut quand on veut récompenser en fait ceux qui font des efforts. Donc c'est pour ça qu'on avait annoncé notamment un chèque de 200 à 300 euros pour les étudiants qui vont travailler à côté de leurs études, ce qui va permettre qu'ils travaillent moins, ce qui va leur permettre de dégager un petit peu plus de pouvoir d'achat. Et on va créer, donc que ceux qui travaillent à côté. Et on va créer 100 000 logements supplémentaires parce que c'est aussi un des vrais sujets. Donc en diminuant les prix des carburants, en diminuant les prix de l'énergie, en faisant en sorte qu'il y ait plus de logements étudiants, en faisant en sorte que l'effort soit récompensé, eh bien oui, on remet en place un cercle vertueux. J'ai parlé de l'apprentissage tout à l'heure, qui effectivement peut, comme en Allemagne, aller sur le long terme. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont passés par l'apprentissage en Allemagne. Il faut évidemment inciter au travail, récompenser ceux qui font des efforts. Et il n'y a pas d'argent magique qu'on peut distribuer parce que sinon c'est une augmentation de la fiscalité, une fiscalité qui est déjà la plus importante du monde. Représentant de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron? Parce
que l'apprentissage et l'argent magique, je suis désolé, c'est les éléments de langage d'Emmanuel Macron. Non mais vous savez, on peut être d'accord sur le fait qu'il faut favoriser l'apprentissage, mais qu'on a beaucoup de retard. Je faisais un comparatif avec l'Allemagne. On a énormément de retard. On a plus de 2 fois moins d'apprentis, par exemple, qu'en Allemagne proportionnellement. Et surtout, nos apprentis font beaucoup moins de grandes études ensuite que les apprentis allemands. Donc, on a beaucoup de retard sur la manière d'aborder l'apprentissage et la valoriser, même si, et j'en conviens, il y a beaucoup plus d'apprentis maintenant qu'au début du quinquennat. Mais c'est évidemment un effort qui est beaucoup trop limité. Voilà, un retard qu'on a déjà commencé à compenser depuis 5 ans. Il vous donne raison, Clémentine. 2 étudiants, je le répète, sont connectés avec nous, un depuis Lille, un depuis Alfortville. J'aimerais vraiment que vous me répondiez sans logique partisane. Je sais que c'est difficile pour vous puisque vous êtes engagé, mais pour autant et de manière très rationnelle et honnête, Julien Delohen, est-ce que la précarité des étudiants pendant cette crise Covid, vous l'avez, vous, ressenti autour de vous quotidiennement? Est-ce que oui, il y a énormément de jeunes qui n'arrivaient pas à remplir leur frigo à la fin du mois? Est-ce que c'est une réalité que vous avez vue de vos yeux vus, Julien? Mais bien sûr, je peux même pas compter combien d'étudiants étaient en situation de grande précarité. Et croyez-moi, malheureusement, et ça me fait de la peine de dire ça, que les mesures gouvernementales au moment de la crise du Covid n'ont pas suffi à nous aider. Quand vous voyez que les repas Crous, là, dont on a parlé à 1 euro, c'était vraiment pitoyable. C'est-à-dire que c'était pas chaud. Enfin bref, c'était absolument incroyable. Et dans le même temps, les gens devaient faire des files dans les queues alimentaires pendant des heures et des heures pour pouvoir s'alimenter. Et ensuite, Monsieur Nikolic, vous qui dites qu'il faut récompenser le travail des étudiants. Mais moi, par exemple, je suis en double licence et rien que pour mes études, je fais du 40 heures par semaine. Comment est-ce que vous voulez que je travaille avec mes études ? Et ça, c'est la grande partie des étudiants Alexander qui ont Nikolic, déjà énormément d'heures d'études dans la semaine. Répondez-lui, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre que justement, en sachant plutôt vers quelle voie on peut s'orienter, vous seriez peut-être pas obligé de faire 2 licences. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut faire, c'est récompenser l'effort, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez justement des difficultés que peuvent avoir certains étudiants et qui sont obligés de justement d'aller dans des banques alimentaires, mais c'est des étudiants en plus qui travaillent. Aujourd'hui, on se retrouve avec des étudiants qui n'arrivent pas à savoir comment ils vont manger, qui travaillent à côté et qui en plus doivent se concentrer à leurs études. Je l'ai dit, il n'y a pas de solution magique. Alors oui, dans ce cas, on va tous dire on est pour la retraite à 50 ans, on va tous donner 3 000 € aux étudiants et tout le monde se portera mieux. Il faut être un petit peu sérieux et il faut être responsable. On peut pas augmenter, doubler, tripler la fiscalité pour les gens, pour nos entreprises qui sont déjà en difficulté et pour les gens qui souvent n'arrivent déjà plus à payer l'impôt sur le revenu ou la fiscalité actuelle. Donc il faut être sérieux. Et le programme qu'on propose, il est sérieux, il est le plus à même de faire en sorte de dégager du pouvoir d'achat aux étudiants par les mesures que j'ai pu évoquer, très très concrètes. Et ça améliorera dès demain leur pouvoir d'achat. Vous êtes mort de rire, pourquoi? Il faut se rendre compte du niveau de harcèlement. Donc en fait, il y a un étudiant qui vous dit je suis en bilicence, je fais 40 heures par semaine, et vous suggérez d'abandonner une des 2 licences. C'est-à-dire qu'en fait, on arrête les bilicences dans ce pays selon le Rassemblement national. Il n'y a plus besoin, parce que en fait, je vous explique un truc, les bilicences, c'est 2 licences ensemble, mais avec des parcours aménagés. Donc faut le savoir, en fait, il faut savoir de quoi on parle. Et moi, je veux juste dire une chose. Les étudiants ne devraient pas avoir à travailler pendant leurs études. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en face de responsables politiques. Ça fait 10 ans qu'on explique aux jeunes qu'ils doivent avoir un top niveau de formation, un niveau excellent de formation. Et moi, je suis d'accord avec ça, pour faire, par exemple, la transition écologique, pour aller dans des métiers manufacturiers ou dans des usines sur des métiers de pointe, parce qu'en France, on a des ouvriers très qualifiés. Il n'y a pas que le travail universitaire ou autre, il y a aussi ces travaux-là qui nécessitent de longues et de très longues années d'études, contrairement à ce que nous dit le Rassemblement national, qui veut emmener tout le monde le plus tôt possible dans le travail. Et donc, c'est pas l'apprentissage qui va vous apprendre ça. Et je le dis, les étudiants ne devraient pas avoir à travailler sur leurs études, parce que les études, c'est compliqué. Parce que les études, c'est du 35, c'est du 40 heures par semaine, et que ceux qui échouent, justement, ce sont les plus pauvres, qui sont obligés de devoir financer leur logement, leurs dépenses alimentaires, etc., en travaillant. C'est pas normal, c'est une inégalité. Donc au bout d'un moment, soit on accepte qu'on fait une allocation d'autonomie. Et quand vous me dites qu'il n'y a pas d'argent magique, non, vous avez raison, il n'y a pas d'argent magique. Notre allocation d'autonomie, on l'avait financée en 10 ans, qu'on prend sur le patrimoine des 0,1% les plus riches qui transmettent plus de 12 millions d'euros de patrimoine. 12 millions d'euros, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut transmettre 12 millions d'euros de patrimoine, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de toujours plus. Et ben voilà, vous avez la proposition qui est financée. Pourquoi vous voulez pas le faire? Parce qu'en réalité, vous voulez pas répartir les richesses. Nous, on assume de dire les 0,1% les plus
riches dans la transmission du patrimoine. Cet argent-là, ça va aux jeunes. Est-ce que Guiraud ne pense pas, monsieur Guiraud ne pense pas. Justement, pour répartir les richesses, tous les étudiants n'ont pas besoin de votre allocation. Il y a aussi des étudiants dont les parents peuvent financer les études et veulent bien, acceptent de financer les études. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir exactement la même allocation. C'est là la grosse différence. Mais c'est un vrai débat. Il y a Julien Delohen qui nous a dit de manière, et on le croit sur parole, j'imagine honnête, qu'autour de lui, il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient dans une précarité totale. Évidemment qu'il y a beaucoup de jeunes, on les a tous vus. Moi, je suis élue à Lille, je vis à Lille qui est une grande ville étudiante. On les a vus, ces jeunes-là. Mais justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est remettre à plat le système des bourses pour qu'elles soient plus adaptées à la vie de chacun des jeunes. Que les jeunes qui n'en ont pas besoin, qui ont des parents qui acceptent de financer les études, ne touchent pas ces bourses. Ce qui nous paraît tout à fait logique. On va pas donner de l'argent. Là, il n'y a pas d'argent magique. On va pas le donner à tout le monde. Par contre, que les jeunes qui en ont vraiment besoin, quel que soit le revenu de leurs parents, puissent avoir accès à ces bourses et des bourses qui soient adaptées aussi en fonction des villes, parce qu'on n'a pas besoin du même budget quand on est étudiant à Paris et quand on est étudiant à Limoges. Mais comment vous savez ? Parce que moi, je vais vous donner des exemples très concrets. Dans ma vie d'étudiant, j'ai vu beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont ici, disons, de classe moyenne un peu supérieure, qui ont des parents qui n'ont pas forcément les moyens de leur payer leurs études. Donc comment vous savez ? Comment vous faites le tri ? Vous avez des jeunes dans ce pays qui sont en rupture familiale, beaucoup plus que ce que vous pensez. Oui. En rupture familiale. Comment vous le prouvez à l'administration que vous êtes en rupture familiale ? On le prouvera pas forcément à l'administration. Alors on n'a pas encore exactement comment ça se mettre en place. Voilà pourquoi cette aide, elle doit être universelle. Voilà pourquoi je le dis. Mais cette aide-là, elle doit être universelle. Ça veut dire que ceux qui ont des parce que parents vous avez des jeunes aujourd'hui, mais vous ne le savez pas. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont, par exemple, disons, de ce grand corps qu'est les classes moyennes, qu'on a du mal à définir. Qui, par exemple, n'ont pas de problème pour payer, leur alimentation, pour sortir de temps en temps, mais qui ont dû vivre pendant le Covid, ce qu'ils ont vécu, eux, comme une humiliation de devoir retourner vivre chez leurs parents. Vous pouvez pas tout quantifier. Vous savez, en période de crise et en période de précarité énorme, vous pouvez pas tout quantifier. On peut pas tout donner à tout le monde. Donc on rend l'aide universelle. Oui, on rend l'aide universelle parce qu'on a les moyens de le faire si on s'attaque à un problème majeur dans ce pays qui est la répartition des richesses. Non, on fait en sorte que les gens qui ont besoin d'aide soient automatisés. S'il vous plaît, Alexander, rapidement. Quand on parle de ceux qui ont plus de 12 millions, vous savez que les personnes les plus riches, justement, ont les moyens de payer des gens qui placent leur argent ailleurs qu'en France. Donc en fait, quand on augmente la fiscalité en France, on tape surtout sur les classes moyennes. Et il faut justement, évidemment, s'en prendre à la fraude fiscale, à la fraude sociale aussi, mais à la fraude fiscale et récupérer cet argent qui s'en va à l'extérieur. Ça doit être un projet vraiment qu'on doit tous avoir. Mais augmenter la fiscalité, c'est un argent. Il faut pas taxer parce que les gens risquent de frauder. C'est pas ça. Mais mon argument. Vous acceptez qu'on fraude. Mais absolument pas. Justement, je suis en train de combattre ça. Mais parce que vous parlez d'une augmentation systématique de la fiscalité alors qu'on est le pays qui a la plus grande fiscalité au monde. À un moment, ce n'est pas comme ça qu'on va créer de la richesse économique dans notre pays, qu'on va donner envie à notre jeunesse de se projeter, de créer, parce que vous savez, c'est très important justement quand vous parlez qu'il y a des richesses. Mais c'est parce que ces richesses, on les a créées, monsieur Guiraud. L'argent magique. Mais justement, la transmission du patrimoine. Qu'est-ce que vous créez de la richesse si votre seul bénéfice dans la vie, c'est de vous être levé un matin? Mais il faut faciliter la transmission du patrimoine, justement, pour que des plus jeunes, mais vous parlez justement exactement de personnes qui sont très minoritaires et qui souvent n'ont pas de l'argent en France et qui s'arrangent justement pour ne pas payer de fiscalité. Et en réalité, quand vous allez vouloir récupérer cet argent, vous allez encore taper sur les classes moyennes qui sont déjà victimes des taxes. Puisqu'on touche au-dessus de 12 millions. Transmission, pardonnez-moi, parlons d'un il est très libéral quand même, ce Le Peniste. C'est très intéressant, mais il est évidemment très important de parler des législatives parce que les législatives, c'est demain. Vous avez tous prononcé ce mot tout à l'heure et on va écouter, Éric Zemmour, ça va tous nous détendre. Nous devons oublier nos querelles et unir nos forces. Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de Reconquête, du Rassemblement national, de Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron aient une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine Assemblée. L'Union des droites appelée de ses vœux par Éric Zemmour, c'était hier. On va regarder quelques chiffres toujours issus de notre étude Ipsos Soprasteria. L'Union des droites, avec une alliance par exemple entre le Rassemblement national et le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, 93% des électeurs zemmouristes y sont favorables, contre seulement 70% du côté de Marine Le Pen. Est-ce que vous la ferez, cette union, Alexander Nikolic, avec Éric Zemmour ou pas au Rassemblement national? C'est en discussion en ce moment. Non, écoutez,
il y a un courant. C'est une réponse facile, donc faites-moi. C'est une question facile, donc faites-moi une réponse facile. Eh ben non, mais facilement. Je vais vous répondre. Aujourd'hui, il y a un courant qui a fait 13 millions de voix hier, donc le Rassemblement national, qui incarne à la fois le vote des patriotes, le vote populaire, social dans notre pays. C'est la principale alternative à Emmanuel Macron. Donc tous ceux qui se ressentent de ce mouvement qu'on est et cet espoir qu'on a su amener hier, eh bien doivent nous rejoindre. Et donc tous les électeurs qui pensent comme nous sur ce point-là doivent nous rejoindre. Donc Marine Le Pen va accepter la main tendue d'Éric Zemmour. Mais non, mais je vous réponds, Éric Zemmour. Non, mais je vous pose une Éric question Zemmour, simple, il a passé 8 mois à insulter Marine Le Pen, à la critiquer, et maintenant qu'il a fait 7%, et on sait que ça sera sûrement pire aux législatives, il risque de faire 2-3%, parce que c'est souvent comme ça pour les partis plus minoritaires, il nous tend la main, après encore l'avoir presque insulté hier soir. Donc c'est quand même une méthode assez particulière. Est-ce qu'il veut nous rejoindre et être derrière Marine Le Pen? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Je pense qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, ses électeurs voteront pour les candidats du Rassemblement national parce que c'est ceux qui peuvent parvenir au second tour. Aucun candidat aujourd'hui de Reconquête n'aura les moyens de passer au second tour. Donc il y aura évidemment de la même manière un vote utile aux élections législatives et donc les électeurs sont cohérents. Ils continueront à voter pour ce rassemblement qu'on a su créer, le Rassemblement national, et on n'a pas besoin de s'allier officiellement avec ce mouvement. C'est compris. Je donne la parole à Mehdi Elmir depuis Lille, étudiant là-bas. Quand vous voyez à quel point Marine Le Pen réussit d'année en année, malgré tout, même si ça n'est pas suffisant, à construire son avancée, est-ce que quand elle se lance dans la course aux législatives en disant voilà, mon objectif c'est peut-être d'accéder à Matignon, est-ce que ça vous fait peur, Mehdi, ou vous n'y croyez pas un instant à Marine Le Pen, Premier ministre? À Marine Le Pen, Première ministre, de Emmanuel Macron, j'y crois réellement pas un instant. Je pense qu'Emmanuel Macron sera plutôt recomposé autour des partis qui l'entourent, à proximité directe, qu'il s'agisse soit du PS, soit des Républicains, ou plus largement de territoires de progrès ou d'horizon dans la majorité présidentielle, pour avoir un spectre large au niveau idéologique. Sinon, Marine Le Pen... j'ai plutôt des tendances à croire que même la France Insoumise réussira à battre Marine Le Pen et le Rassemblement national aux législatives. Eh bien, nous le verrons. Jean-Luc Mélenchon, on va l'écouter justement, et après on parle tous ensemble de ce troisième tour de l'élection présidentielle que sont les législatives. Jean-Luc Mélenchon hier. À présent, M. Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Clémentine Dupuis parle bien, Jean-Luc Mélenchon, il touche quand même les jeunes. Est-ce que finalement ce serait pas un bon Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Ça, on verra, ça sera les élections qui décideront. Moi, ce que je vois. Oui, mais je vous demande à vous, votre avis, si c'est Jean-Luc Mélenchon qui finalement est désigné leader. Moi, je pense pas personnellement. Je suis pas pour, évidemment, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Mais ce que je vois encore une fois sur ce, non. Oui, désolé. Il y aura pas de grande surprise là-dessus. Moi, ce que je vois encore une fois, c'est que de tous les côtés, tout le monde est divisé. Marine Le Pen est divisée avec Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon appelle encore et toujours l'union de la gauche, mais derrière lui. Ça fait un peu revue de tout. Il est arrivé troisième, c'est assez logique qu'il appelle à ce que l'union de la gauche se fasse derrière lui. Oui, lui qui l'a refusé pendant toute la campagne présidentielle. Maintenant, il la rappelle parce que c'est lui le premier. Bon, voilà, il y a des divisions de tous les côtés. Nous, on verra. Le gros avantage d'Emmanuel Macron, c'est justement que lui a réussi à rassembler autour de lui des PS, des LR, des PS avec François Rebsamen ou Marisol Touraine, des LR avec Christian Estrosi et d'autres, Natacha Bouchard, la maire de Calais. Il a réussi à rassembler là où les deux autres pôles n'ont fait que diviser pendant cette campagne, et ça continue encore pendant les législatives. Donc je pense qu'on va continuer à avoir encore et toujours les mêmes débats pendant les 2 prochains mois. David Guiraud, elle a soulevé un point intéressant, Clémentine, en disant pourquoi vous l'avez pas faite plus tôt finalement cette union-là. C'est vrai, c'est intéressant. Je veux bien que vous lui répondiez, ensuite que vous nous disiez si vous y croyez vraiment au fond de vous et en toute honnêteté à Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Honnêtement. Ça, les amis, il faut le demander aux autres. Je veux dire, nous on était à 22%, faut demander aux autres forces politiques pourquoi elles n'ont pas pensé que Jean-Luc Mélenchon était capable d'aller au second tour. Mais nous, on veut changer la vie des gens. Enfin, je veux dire, c'est pas du commentaire politique que je fais, moi. On se bat pour que les gens soient respectés, que la retraite à 60 ans, c'est une mesure de dignité, de respect du travail, du bon boulot que font les Français. On veut que nos libertés soient retrouvées, que nos services publics arrêtent d'étouffer, comme on est en train de les étouffer. Je vous rappelle qu'on a supprimé des milliers de lits
durant ce quinquennat, alors que la crise épidémique nous a prouvé que nos soignants, c'était pas des gens superflus. Mais pardon, mais vous êtes convaincu de ce que vous proposez comme n'importe quel autre parti qui est convaincu de ce qu'il propose. C'est bien la raison. Je viens à la suite. C'est bien la raison pour laquelle on souhaite que le programme qui a été à gauche, choisi par une majorité de gens de ce qu'on appelle la gauche, même si ça peut être un peu réducteur comme appellation, soit en mesure de gouverner le pays. Parce qu'en fait, si vous avez une majorité, il faut le dire aux gens parce qu'ils ne sont pas forcément au courant, si vous élisez une majorité à l'Assemblée nationale de députés de l'Union populaire, vous avez un Premier ministre qui s'appellera Jean-Luc Mélenchon. Désigné par le président de la République, oui, qui désigné, mais qui n'a pas le choix. Le vote populaire et désignera Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, est-ce que par exemple, il décidera d'arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine et d'aider les Ukrainiens, décision qu'il a contestée? Alors vous n'avez pas de bol parce que vous posez des questions sur l'international qui est le domaine réservé du président de la République. Oui, mais justement, est-ce qu'il peut... Heureusement. Heureusement ou pas, si Jean-Luc Mélenchon veut mener sa politique, il y aura nécessairement un conflit au sommet de l'État, et c'est pour ça que vous répondez très justement. Sur le domaine international, pour le coup, sur le domaine international, la question est différente. Le Premier ministre, il conduit la politique de la nation. Il conduit la politique de la nation dans les domaines régaliens. Et donc nous, ce qu'on commencera par faire, c'est réarmer nos services publics, faire la planification écologique, bien traiter, mieux rémunérer, recruter des profs, des enseignants, tous ces gens qui ont tenu le pays à bout de bras pendant la crise épidémique et qui continuent à tenir le pays à bout de bras, à revaloriser les salaires parce que les gens ils en peuvent plus, à bloquer les prix. Tout ça c'est possible. La question internationale est un peu plus compliquée, c'est vrai parce que c'est des domaines qui sont partagés. Mais tout ça c'est possible. Mais tout ça c'est possible immédiatement. Ça va nécessairement créer des frictions au sommet de l'État. Mais évidemment qu'il y aura des frictions avec Emmanuel Macron. Mais attendez, mais on n'est pas là pour servir la dinette avec lui, hein, je vous rassure. Et lui non plus, il sera pas d'accord avec nous. C'est normal, on n'a pas le même projet politique. Et justement, le but, c'est de rééquilibrer cette élection présidentielle, où il y a eu très peu de débats menés par Emmanuel Macron. Un seul, il est descendu une fois dans l'arène pour débattre de son projet politique face à un opposant politique. Bon, c'était Marine Le Pen, c'était pas nous, c'est normal, on n'était pas au second tour. Mais pour rééquilibrer ça, parce qu'il y a beaucoup de débats qu'on n'a pas eu quand même. Vous voyez bien que entre Marine Le Pen et Macron, il n'y a pas eu de débat sur le blocage des prix, il n'y a pas eu de débat sur l'augmentation du SMIC, il n'y a pas eu de débat sur la retraite à 60 ans. Donc ces débats-là, on veut les mener. Et moi, je pense qu'il peut y avoir une majorité de gens, et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette campagne des législatives, qui se disent, bon, il est président, mais je veux pas de sa politique. J'ai voté par défaut, par dépit. Les sondages semblent vous donner raison sur le fait qu'une majorité de gens, en tous les cas, ne veuillent pas lui accorder la majorité. Alexander Nicoli.